Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année d'Histoire criminelle tous les dimanches sur LCI. Alors au sommaire de notre dimanche, justement, les derniers développements dans l'enquête sur le drame de Crans-Montana. Vous le savez, l'enquête se focalise désormais sur les gérants du bar. Ils ont été auditionnés vendredi. Passé trouble, profil suspect. Que sait-on exactement d'eux? Qu'ont-ils dit aux enquêteurs? On va vous livrer dans un instant les tout derniers secrets de cette enquête. Et puis ce dimanche, on va également se plonger dans une enquête exceptionnelle. Il y a quelques jours, en effet, au fond de sa cellule, le tueur en série Francis Saulme a été informé qu'il pourrait bien être jugé dès 2026 pour un 12e crime, le meurtre de Jean-Joseph Clément. Cet homme de 60 ans, en août 89, a été retrouvé sauvagement tué au bord d'une rivière près d'Avignon. Sa fille s'est battue pendant 37 ans pour savoir la vérité. Elle est en passe désormais d'obtenir des réponses, d'obtenir même un procès. Elle sera notre invitée exceptionnelle. Et puis ce dimanche, nous allons nous plonger dans le mystère le plus grand qui soit, le mystère du MH370, du nom de ce vol de la Malaysian Airlines qui, le 8 mars 2014, s'est comme évaporé. Il a disparu de tous les radars avec à son bord 239 passagers. De nouvelles fouilles ont été lancées il y a une dizaine de jours. Peut-on encore, 12 ans après, savoir la vérité? On se posera la question dans la deuxième partie de l'émission. Histoire criminelle, chapitre 17, ça commence tout de suite avec le fait de la semaine. Et le fait de la semaine nous emmène à Crans-Montana, sur les lieux de ce drame du 31 décembre. Ce bar qui a pris feu, Crans-Montana, qui a rendu hommage vendredi aux 40 morts, aux 116 blessés. Un moment d'émotion, de recueillement, comme vous le voyez sur ces images, dans cette salle où étaient massées les autorités, mais aussi beaucoup d'anonymes, pour rendre hommage à ces victimes. Au même moment, alors que l'émotion était là, eh bien les gérants du bar étaient, eux, entendus une nouvelle fois par la justice, parce que vous l'avez compris, ce sont eux qui sont désormais au cœur de cette enquête. Pourquoi? C'est ce qu'on va vous expliquer dans Histoire criminelle avec Raphaël Maillechon. Bonjour Raphaël. Bonjour Philippe. Journaliste police-justice TF1 LCI. On va reprendre leur histoire, parce que leur histoire, elle est clairement liée à cette enquête. D'abord, présentez-nous peut-être un peu ce couple, Jacques et Jessica Moretti. Qu'est-ce qu'on sait de leur parcours de vie? Alors lui, Jacques Moretti est originaire de Haute-Corse, elle de la Côte d'Azur. Lui, au début des années 2000, a géré notamment un bar du côté de la Corse avant d'aller gérer des activités immobilières, notamment dans la station de La Clusaz. C'est en 2015 qu'ensemble, ce couple va s'installer dans la station cossue de Crans-Montana. Ils achètent d'abord le Constellation ainsi que deux autres commerces. Dans le détail, le Senso, acheté en 2020, puis une auberge, le Vieux Chalet, acheté en 2023 sur la commune de Laon, là où ils résident actuellement. Le couple possède un patrimoine financier important. Au total, ils ont ouvert et géré 3 établissements en 10 ans et ils sont propriétaires également de plusieurs biens immobiliers. Alors voilà pour leur parcours de vie, leur parcours professionnel. On s'est beaucoup intéressé à eux, notamment au regard de leur passé, notamment le passé de Jacques Moretti. Lourd passé judiciaire. Oui, un lourd passé judiciaire qui dépeint un personnage mais qui n'a rien à voir avec l'enquête actuellement en cours. En 2008, on le sait, Jacques Moretti a été condamné par le tribunal d'Annecy pour proxénétisme aggravé pour des faits qui ont été commis entre l'été 2004 et la fin 2005. Lors de cette période, il a engagé 4 jeunes femmes majeures dans un salon de massage. Il les a fait se prostituer. Les gains de la prostitution lui revenaient ensuite. Pour ces faits, il a été relaxé en Suisse parce que le proxénétisme des personnes majeures n'est pas répréhensible, mais en France, il a été condamné. Il a été condamné à 12 mois de prison, dont 8 mois avec sursis. Et il a fait parler de lui une dernière fois, c'était en 2010, pour des faits de fraude aux aides sociales. Alors on a ce passé judiciaire qui pèse évidemment dans l'enquête et dans l'atmosphère autour d'eux. Et puis on a aussi leur comportement. Beaucoup de questions qui se posent autour de leur comportement, notamment juste au moment du drame et juste après. Au moment du drame d'abord, c'est une information qui a été délivrée par le journal La Repubblica, journal italien, qui nous parle d'un comportement, on va dire atypique, en tout cas surprenant, de Jessica Moretti. Racontez-nous. Oui, des révélations réalisées par la presse italienne dès le 7 janvier, donc là 7 jours après les faits. On le sait, le soir du réveillon, Jessica Moretti est au sein du Constellation. Son compagnon, lui, est dans un autre établissement. Il va très vite venir, mais effectivement, les médias italiens, dont la Repubblica, affirment que Jessica Moretti aurait pris la fuite avec la caisse enregistreuse, la recette de la soirée de ce soir-là. Alors que le feu était en cours et que certains appelaient à l'aide, qu'il y avait des cris, qu'il y avait des
des alarmes dans tous les sens. Effectivement, dans ce temps-là, vers 1h30, 2h du matin, donc elle aurait fui avec la recette, la caisse enregistreuse sous le bras. Il y a la Repubblica qui va même affirmer que cette scène a été filmée. Voilà pour les révélations de la presse italienne. Alors évidemment, ça pose question sur le comportement au moment du drame. Il y a aussi des questions sur ce qu'ils ont fait après, parce qu'on se rend compte qu'ils ont retiré des réseaux sociaux de très nombreuses photos du bar en question, du fameux Constellation. Oui, le fait de supprimer volontairement ces images peut suffire à caractériser cette intention. Nul doute que le couple Moretti n'a pas de community manager, donc ils ont retiré eux-mêmes ces photos et ces vidéos. Alors, s'ils ne les présentent pas à la justice, ça devient un problème. Si nous, la presse, nous les avons pas, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais les avocats des parties civiles, des plaignants, comme on dit en Suisse, avaient justement demandé le placement en détention préventive très vite après les faits, justement pour ne pas que ces preuves disparaissent, s'évaporent dans la nature. Aujourd'hui, ces photos, ces vidéos, elles sont des preuves matérielles de ce qu'il s'est passé ce soir-là. Avec la détention préventive, on en parlera, on évite la collusion, la pression sur les témoins. Vous soulevez un point évidemment essentiel parce que beaucoup de gens se sont interrogés pourquoi on les laisse en liberté, au moins le temps de l'enquête, les premiers jours, puisqu'ils ont été laissés en liberté. Ils ont été entendus vendredi, au moment même où il y avait l'hommage qu'on voyait il y a un instant. Et à l'issue justement de cette audition, eh bien Jacques Moretti a été placé en détention préventive. Alors peut-être pour la destruction de preuves potentielles, mais aussi pour un autre motif, la fuite. Oui, risque de fuite. Le droit suisse là-dessus, il est très, très subtil. La procureure du Valais a estimé, donc 10 jours après les faits, je le rappelle, qu'il y avait ce risque de fuite qui pesait sur Jacques Moretti. Il a donc été arrêté. Il dort depuis vendredi au sein de la prison de Sion. Et dans un délai maximum de 48 heures, c'est-à-dire demain au plus tard, le tribunal des mesures des contraintes, en droit français, on peut le comparer au juge des libertés et de la détention, devra statuer pour savoir si cette détention préventive doit continuer, est-ce qu'elle est légale, ou alors est-ce qu'ils vont mettre en place, les autorités suisses, des mesures individuelles, par exemple bracelet électronique, obligation de pointer, par exemple dans un commissariat de police. Cette détention, elle a c'est pour éviter 3 risques: la collusion, la réitération et la fuite. Est-ce qu'on sait, Raphaël, ce qu'ils ont dit justement de leur version des faits, en gros, lors de cette audition de vendredi? Oui, ils ont beaucoup parlé, ils ont répondu aux enquêteurs, ils ne se sont pas réfugiés dans le silence. Il va d'abord, Jacques Moretti, évoquer cette porte qu'il dit qu'elle n'était pas identifiée comme une issue de secours. Une porte qui se trouve au sous-sol, là où se trouvaient les jeunes. C'est ça, effectivement. Il parle de porte de service qui était verrouillée de l'intérieur, dit-il. Lorsqu'il va réussir à l'ouvrir depuis l'extérieur, il va extraire, raconte Jacques Moretti, 5 corps. Ensuite, ils vont parler de ces bougies, ces feux de Bengale, ces bougies scintillantes. Ils disent, cela fait 10 ans que, à chaque fois qu'une bouteille est commandée en salle, nous avons ce rituel d'amener les bouteilles d'alcool avec ces bougies placées au sommet de ces bouteilles. Lui va même préciser, ces bougies n'étaient pas assez puissantes pour enflammer la mousse acoustique. Jacques Moretti le dit devant la justice, j'avais réalisé moi-même des tests. Fin de citation. Malgré tout ce qu'on a dit, vous venez nous le dire, il collabore, il parle. Jessica Moretti, en sortant de cette audition, s'est même exprimée, elle a présenté des excuses, on va l'écouter. Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Et jamais on n'aurait pu imaginer ça. Et ça s'est passé dans notre établissement. Et je tiens à m'excuser. Alors il y a ces excuses, on verra ce qu'elles pèsent évidemment dans l'enquête qui va avoir lieu. Qu'est-ce qu'il risque, Jacques et Jessica Moretti, et est-ce que la justice française va pouvoir mettre son nez là-dedans? Oui, c'est chose faite depuis le 5 janvier, parce que la justice française a ouvert une enquête, ce que l'on appelle une enquête miroir, grâce au PAC. C'est le pôle spécialisé dans les accidents et les catastrophes, c'est le parquet de Paris qui va gérer ça. Tout se fait en marge des investigations suisses. Le but, c'est que les familles, les proches des victimes puissent se rapprocher de ce pôle. On le rappelle, à date, il y a 9 Français morts, 24 blessés en urgence absolue ou relative de nationalité française. Pour être complet, parce que ça va être lié à leur personnalité, à savoir, est-ce qu'il y a eu des négligences dans la sécurité? C'est ça la vraie question, notamment sur cette fameuse mousse dont lui-même il parle, la mousse qui était au plafond, qu'il a lui-même installée, c'est d'ailleurs ce qu'il a raconté, c'est le cœur de l'enquête. Est-ce que cette mousse qui était au plafond qui a pris feu? Bien sûr, cette mousse, on en découvre là une photographie avec le début, semble-t-il, de cet incendie. Eh bien, cette mousse, elle a été installée lors des gros travaux réalisés aux Constellations. Une fois qu'ils l'ont acheté en 2015, on a pu retrouver des photos de ces travaux. Lui dit qu'il l'a acheté dans un magasin de bricolage, qu'il a fait des tests, mais tout cela l'enquête en cours va aussi se pencher autour de la réglementation suisse, notamment sur les portes,
les issues de secours, les tailles réglementaires, les largeurs réglementaires, notamment de cet escalier qui, semble-t-il, lors des travaux, a été rétréci. Est-ce qu'il y avait des circulations, des voies de circulation dégagées, bien signalées? La mousse, les travaux utilisés, les extincteurs, est-ce que tout cela était en réglementation ou non avec la réglementation suisse? Merci beaucoup Raphaël, c'était important de faire ce point extrêmement précis sur leur profil, sur l'enquête en cours. On va continuer à la suivre grâce à vous, grâce au travail du service police-justice de TF1 LCI. Merci beaucoup Raphaël. Tout de suite, nous, on va plonger au cœur de l'enquête. Et l'on plonge ce dimanche dans une enquête tout juste clôturée. Une enquête qui aboutit 37 ans après les faits. Une enquête qui pourrait déboucher sur un nouveau procès pour un homme dont vous connaissez le visage, Francis Holm, tueur en série surnommé le routard du crime. C'est lui, Francis Holm, qui pourrait donc être jugé pour un 12e crime, un 12e meurtre, le meurtre de Jean-Joseph Clément. Jean-Joseph Clément, un homme qui avait 60 ans en août 1989. Il était réparateur de machines agricoles et on le retrouvera sauvagement tué en ce mois d'août 89. C'est cette enquête que l'on va reprendre parce que, comme je vous le disais, le pôle de Nanterre vient de clôturer l'information judiciaire. Francis Holm a été informé des charges qui pèsent désormais contre lui dans ce dossier. C'est dire qu'il y a aujourd'hui l'espoir d'avoir une vérité sur la mort de Jean-Joseph Clément. C'est pour ça qu'on est ravis de vous accueillir, Christine Clément. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la fille de Jean-Joseph Clément et vous vous êtes battue très longtemps seule pour avoir cette vérité. C'est un moment évidemment très important pour vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. À vos côtés évidemment, maître Marine Alali. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes l'avocate de Christine Clément. Vous travaillez pour le cabinet Seban Avocat et vous avez rejoint dans ce combat et vous avez accompagné dans ce combat Christine Clément depuis maintenant de nombreuses années. Et c'est grâce à vous que ce dossier a été rouvert parce qu'on va le voir, il aurait pu tomber aux oubliettes ce dossier. Et c'est votre travail à toutes les deux qui a permis qu'il y ait une vérité possible aujourd'hui. Alors on va peut-être d'abord parler de votre papa, Jean-Joseph Clément. On le voyait, on voyait une première photo de lui, vous en avez donné quelques-unes. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre papa? Voilà, il était jeune, au milieu des vignes à ce moment-là, parce que tout se passe du côté d'Avignon. Oui, là, il avait 32 ans. Donc, là, il était encore pas en couple, j'étais encore pas là, hein. Et puis après, les années ont passé. Et puis, il était comment, votre papa? Il était très gentil. Très, très gentil. C'était un papa très attentionné qui s'est occupé de moi, principalement, avec sa maman, ma grand-mère. Donc, qui travaillait beaucoup. Et qui était super, quoi. Un super papa. C'est pour ça que vous vous êtes battu et vous allez nous le raconter. Oui, pour ça. On va remonter au 7 août 89. Oui. Ce jour-là, c'est la compagne de l'époque de votre papa qui va vous appeler. Oui. Et elle vous dit, il n'est pas rentré à la maison. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Disons qu'elle m'appelle, c'était à peu près 21h, et elle me dit, ton papa n'est pas rentré. Je lui dis c'est bizarre parce que d'habitude il a toujours ses horaires du goûter à 16h30 et en plus ce jour-là il devait aller sur Valréas pour chercher sa voiture neuve. Donc là ça m'a semblé vraiment pas normal du tout. Donc du coup je suis restée chez lui et j'ai attendu jusqu'à la nuit. Et quand la nuit est arrivée, là j'ai trouvé que c'était vraiment pas normal. Et donc j'ai pris ma voiture, j'ai pris la personne avec moi et j'ai dit mais il est parti où? Et elle me dit il est parti sur Avignon chercher des pièces. Donc du coup j'ai fait le trajet jusqu'à Avignon, j'ai dit il a peut-être eu un accident, comme il avait des problèmes de tension et tout, j'ai dit il a peut-être fait un malaise en route quoi. Et on est arrivé jusqu'à Avignon, jusqu'à chez Jean Ders les pièces. Rien sur la route, rien. J'ai fait il avait plusieurs chemins, plusieurs routes, donc j'ai fait une autre route, rien du tout. Donc là ça devenait inquiétant. La journée va se terminer comme ça. J'ai appelé les hôpitaux qui étaient un petit peu autour, sur Orange, Avignon. J'ai appelé les pompiers aussi, qui m'ont dit que non, sur ce nom-là, ils n'avaient personne. Et puis c'est le lendemain. Je suis restée toute la nuit en espérant qu'il rentre. Et c'est le lendemain où je suis partie à la gendarmerie à Pierre-Latte pour dire que il n'était pas rentré. Il n'était pas rentré. On va vous rappeler? On va me rappeler le 8 dans l'après-midi. Alors là, c'était la gendarmerie, au Courtaisan, au Bédaril, là, j'arrive plus trop à me rappeler, qui me disent qu'ils l'ont retrouvé, mais qu'il est décédé. Mais pas plus. Et pourtant, il y a tellement plus.
la scène de crime, parce qu'on vous dit qu'il est décédé, mais en fait, très vite, vous allez savoir que c'est un crime. Il a été tué, votre papa. Oui. La scène de crime, maître, elle est très dure, elle est très violente. Comment il a été tué, Jean-Joseph Clément ? Alors, il a été tué par un coup à la tête, probablement avec un objet contendant. On a retrouvé un pistolet à peinture à côté, couvert de sang. On pense que c'est sûrement ce pistolet à peinture qui a servi à frapper. Puis il a d'autres coups aussi, d'autres traces de coups en amont de ce coup fatal. Donc oui, une scène de violence importante. On le retrouve, ces 2 enfants qui vont le retrouver, qui partaient à la pêche. Il est sur le bord de l'Ouvèze, à Bédaride, près d'Avignon. On pourrait penser à un meurtre pour voler sa voiture, lui voler ses effets personnels, mais en fait, on va retrouver plein d'éléments. Oui, en fait, on retrouve tous les éléments personnels de monsieur Jean-Joseph Clément. Donc c'est sûr que ça part pas sur un vol, en tout cas. Il y a sa voiture qui est retrouvée quelques mètres plus loin, mais tout est là. Tout est là et on pense que le corps a été déplacé parce qu'il y a beaucoup de sang autour de la voiture, donc on pense que peut-être qu'il y a eu une première scène de violence au niveau de la voiture puis que le corps a été déplacé plus loin ou que la voiture a été déplacée. On va retrouver aussi un autre élément important, c'est un jean taché de sang dans un fourré. Oui, alors tout autour du corps de Jean-Joseph Clément, ce qui est aussi déjà une trace de Francis Aume, les vêtements sont assez dispersés et il y a effectivement ce pantalon donc qui appartient pas à la victime parce que la victime a été retrouvée avec son pantalon même s'il était baissé à ce moment-là au niveau des chevilles, mais un autre pantalon, un autre jean de marque Belmondo d'ailleurs si on veut être extrêmement précis. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jean n'appartenait pas à monsieur Jean-Joseph Clément, donc comme il est taché de sang, on se demande s'il appartenait pas à l'auteur des faits. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des investigations sur ce pantalon, mais qui a été entre-temps malheureusement perdu. Alors les investigations, elles démarrent, on recherche, on regarde les personnes qui étaient sur les lieux à ce moment-là. Il y a un homme, type un peu profil SDF, qui dort dans un foyer Emmaüs, qui traîne par là. On va l'arrêter, on va lui demander des explications. Cet homme, personne ne sait à ce moment-là qui c'est. Il s'appelle Francis Aume, sauf qu'il n'est pas connu de la justice. Il va être entendu 2 fois, si on va dans les mois qui suivent. Qu'est-ce qu'il dit sur cette affaire-là quand il a entendu les premières fois ? Il dit pas grand-chose. En fait, on l'arrête à quelques mètres des faits le lendemain matin. Donc du coup, ça le localise de manière certaine à Courtezon. On sait qu'il dormait souvent dans les Emmaüs et donc il y a un Emmaüs à Courtezon dans lequel il a sûrement passé la nuit. Et finalement, il dit bah oui, j'étais là, mais c'est pas moi qui ai tué ce monsieur. Voilà. Il va parler de ce pantalon. Alors, on lui pose beaucoup de questions sur le pantalon. Malheureusement, c'est un peu équivoque ce qu'il répond. Et puis, il y a des maladresses qui sont faites dès le début. On lui fait essayer le pantalon, donc ce qui fait qu'il va nécessairement laisser son ADN dessus, puisqu'il lui fait essayer le pantalon. Des choses qui sont un peu d'un autre temps et qu'on peut regarder avec de la distance comme des erreurs. Mais à l'époque, il n'y avait pas l'ADN, encore une fois. Sauf qu'il nie. Il n'y a rien qui le relie directement à la scène de crime, à part sa présence pas loin des lieux le lendemain. Et du coup, finalement, l'enquête va s'enliser. On va rentrer dans un premier long tunnel d'une quinzaine d'années quasiment, où vous allez être quasiment seul à ce moment-là. Seul, avec une conviction que Francis Aume a peut-être quelque chose à voir avec votre affaire. C'est un peu compliqué. C'est vrai que moi, j'ai pas focalisé sur lui parce que il y avait pas de preuves, il y avait rien quoi. C'est vrai qu'ils l'ont arrêté sur les lieux et tout, mais bon, pas plus quoi. Donc, comment il se déroule ces 15 années ? Ces 15 années, j'étais avec d'autres avocats qui m'amenaient rien. Je faisais des courriers sur des juges, sur ce que je pouvais faire, quoi. Et on me disait d'amener des preuves. Alors je leur ai dit, je suis désolée, mais moi des preuves, j'en ai pas. Vous avez perdu les pièces à conviction. Donc moi, je peux rien vous amener, quoi. Les scellés ont été perdus. Les scellés ont été perdus, oui. Et donc, progressivement, s'il n'y a plus de scellés... il y a un non-lieu qui se crée. Exactement. Alors, avant d'en arriver à ce non-lieu, il y a quand même une étape importante, c'est 92. 92, Francis Aume va être entendu par un gendarme qui est bien connu dans le milieu, Jean-François Abgral. On est à Rennes. Francis Aume est entendu pour une toute autre affaire que la vôtre. Il est entendu pour l'affaire Aline Pérez. C'est une aide-soignante qui a été tuée. Et on l'auditionne pour cette affaire-là. Et puis, au détour de cette audition, on va lui poser une question. Est-ce que l'histoire de ce monsieur... dans le sud de la France, en 89, sachant que les 2 affaires sont en 89, s'il y a quelque chose à voir. Et là, c'est assez incroyable. Parce que là, il va parler. Et là, il va mettre des aveux très détaillés.
Alors oui, par contre, c'était pas devant Abgral, ça a son importance dans le dossier. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que au moment des faits en 89, Francis Homme, il est inconnu. Donc c'est pas un tueur en série, personne ne le connaît. Donc si vous voulez, à part savoir qu'on a croisé ce marginal sur le lieu des faits, on n'a pas plus. Mais par contre, tout prend une autre dimension en 92 quand il est mis en cause sur plusieurs meurtres, notamment celui d'Aline Pérez à Brest. Et c'est là où, au détour d'une audition, même entre des auditions, il va commencer à parler de Jean-Joseph Clément, apparemment de façon spontanée, et à raconter ce qui a pu se passer. Et il le dit plusieurs fois. Il le dit devant les enquêteurs, puis ensuite il le dit devant le juge d'instruction de l'époque. Il donne des détails à ce moment-là ? Il donne des détails, il raconte la scène à laquelle il assiste et ce qu'il fait, et qu'ensuite c'est lui qui vient donner les coups et achever monsieur Jean-Joseph Clément. Et malgré tout cela, il va y avoir le non-lieu. Ouais. Il y a un juge qui va dire, on lui a extorqué ses aveux, il s'est rétracté. On ne peut pas tellement croire ce que dit cet homme qui raconte souvent un peu n'importe quoi, et du coup, on va clôturer l'enquête et on laisse Francis Holm en liberté. C'est pas lui le responsable. Comment vous vivez ce moment-là ? Et moi, je le vis très mal. Parce que, au départ, il avait fait un croquis où il avait quand même dessiné et vraiment l'endroit où ça s'est produit. Il a quand même avoué aussi. Et moi, après, dans ma tête, j'ai dit, il a eu une avocate qui, sûrement lui a dit de se taire et de... Voilà. Donc, pour moi, oui, ça a été dur. Surtout que j'avais personne derrière moi pour me soutenir. J'avais pas d'avocat, j'avais rien. Donc, je me suis retrouvée vraiment toute seule et à plus trop savoir comment me diriger pour faire ouvrir l'enquête, quoi. Refaire ouvrir l'enquête. C'est une deuxième très longue période où il va se passer pas grand-chose et puis vous allez vous rencontrer, j'ai envie de dire, vous allez vous mettre à travailler ensemble et vous allez vous battre pour que, ce dossier soit rouvert et deux, pour que le pôle de Nanterre reprenne ce dossier. On le sait, ils sont experts dans les cold cases et donc typiquement dans ce type de dossier. Et c'est en travaillant sur le parcours criminel de Francis Holm, parce qu'entre-temps, on a appris les différents meurtres qu'il a pu commettre. Et donc, du coup, vous allez travailler, notamment à essayer de trouver une signature criminelle de Francis Holm qui permettrait de relier à Jean-Joseph Clément. Peut-être pour comprendre pour nos téléspectateurs, parce qu'on l'a appelé le routard du crime, et cette signature criminelle, vous avez été la chercher dans les différents crimes commis par Francis Holm, parce que quand vous voyez cette carte, on a mis les années et les villes où Francis Holm a commis des crimes, au moins ceux connus à date, à Montigny-lès-Metz, à Pont-à-Mousson, à côté de Saint-Tropez, à Villers-Alran, à Charleville-Mézières, à Boulogne-sur-Mer, à Brest. Il y a comme ça toute une cartographie terrible des crimes de Francis Holm, et il y a une signature donc qui s'est dessinée. Je voudrais qu'on comprenne avec vous les différents éléments qui relient à l'affaire Jean-Joseph Clément. D'abord, à chaque fois, on constate que les meurtres de Francis Holm, ils sont très violents, très impulsifs, très durs, très sauvages. Oui, c'est quelqu'un qui a agi de manière spontanée. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de grande préméditation dans ce qu'il avait fait. Comme il le dit, il voit rouge, c'est-à-dire qu'il y a des coups de sang, des coups de nerfs très brutaux. Et là, il va tuer le premier qui passe. Je résume vraiment grossièrement les traits. Une sorte de pulsion de rage. De pulsion de colère, d'une violence extrême. Et effectivement, dans les éléments qu'on a sur la scène de crime de monsieur Jean-Joseph Clément, on retrouve exactement les mêmes dans plusieurs faits qu'il avait commis, mais au moment du non-lieu, on n'avait pas ces éléments-là. Parce que nous, pour pouvoir réouvrir un dossier, il faut qu'on ait des charges nouvelles. Et les charges nouvelles, ça va être des éléments que le juge d'instruction n'avait pas au moment de son non-lieu. Donc on va chercher ces éléments. Et effectivement, le fait que le parcours criminel de Francis Holm se soit énormément précisé depuis le non-lieu, puisqu'il a été condamné pour plusieurs meurtres, notamment celui de Montigny-Metz, où on a vraiment des choses assez significatives qui se ressemblent. Notamment dans Montigny-Metz, malheureusement, il y a un des petits garçons qu'on retrouve exactement la mort de deux jeunes enfants, à peine 10 ans. Ouais, très jeunes, où il y a un enfant qu'on retrouve exactement sur la même position, avec un coup à l'arrière de la tête qu'il a tué, exactement la même chose que monsieur Jean-Joseph Clément, sur le ventre, avec le pantalon baissé au niveau des chevilles, et cette dispersion des vêtements autour. Enfin, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui permet de montrer qu'il reproduit un petit peu une scène similaire, et que c'était des éléments que le juge ne pouvait pas avoir à l'époque, qui permet de signer davantage son crime. Dans les éléments également caractéristiques, entre guillemets, il y a le fait qu'il se fait hospitaliser très régulièrement, juste après avoir commis un crime.
Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup recours à la psychiatrie. Il y a des dizaines et des dizaines d'hospitalisations en psychiatrie. Et on arrive comme ça d'ailleurs à bien le localiser d'hôpitaux en hôpitaux. Et effectivement, après le meurtre de Jean-Joseph Clément, il va commencer par simuler une agression, c'est-à-dire faire semblant d'avoir été agressé alors qu'en fait, il s'est lui-même automutilé. Il va d'ailleurs accuser des gens qui, les pauvres, vont faire des gardes à vue à cause de lui, etc. Et à l'issue, il se fait hospitaliser en hôpital psychiatrique. Et ça, c'est dans les quelques jours qui suivent le meurtre de Jean-Joseph Clément. Donc c'est pareil, on est vraiment dans la reproduction de ce qu'il a l'habitude de faire. Le fait de déplacer des corps, ça aussi c'est un élément récurrent ? Oui, il y a plusieurs corps dans les dossiers également qui déplacent. Donc il n'y en a jamais deux copier-coller, évidemment. On n'est pas dans un film et puis chaque fait sont différents. Mais sur un certain nombre de choses, c'est quand même très singulier. Tout ça a permis de faire ouvrir l'enquête. Le pôle de Nanterre, donc spécialisé dans les cold cases, s'est appuyé sur tous ces éléments, les a creusés, a enquêté. Et c'est cette enquête qui est donc terminée depuis quelques jours. Vous avez été reçu par le pôle de Nanterre à la mi-décembre. Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là ? Alors, on m'a dit, donc, on m'a annoncé juste un peu avant les fêtes de Noël, donc c'était une bonne nouvelle, mais comme quoi il clôturait, que toutes les investigations avaient été faites et que le dossier était clôturé au 31 décembre. Donc là, on avait un délai de 3 mois. C'est ça, hein, un délai de 3 mois pour avoir une réponse. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui aboutit. Bien sûr, il y aura effectivement des étapes judiciaires, le délai des 3 mois, la défense de Francis Saulme peut aussi intervenir. La possibilité, plus que probable aujourd'hui, c'est qu'il soit renvoyé aux assises. Ça veut dire qu'il y ait un procès. C'est ce que j'attends. C'est ce que vous voulez ? C'est ce que j'attends, bien sûr. C'est ce que je veux. Tout ça, c'est parti d'une promesse ? Oui, bien sûr. C'est une promesse que vous aviez faite avec à votre papa, sur son cercueil, parce que... Et votre émotion, elle est la preuve de tout ce combat, mais qui est en train d'aboutir grâce à vous. Mettre le procès, on peut y croire réellement. Un procès peut-être dès 2026, plutôt fin d'année évidemment, mais un procès pour 2026 ? Oui, de notre côté, on n'a jamais été aussi près du but. Donc là, pour situer, on a eu l'avis d'information, c'est-à-dire la juge d'instruction estime que ces investigations sont terminées. On a ce fameux délai de 3 mois au terme duquel la défense peut s'exprimer, nous pouvons nous exprimer et les réquisitions du procureur de la République doivent aussi intervenir. Et à l'issue, elle pourra prendre une ordonnance de clôture. Donc soit elle décide de renvoyer Francis Saulme devant... une cour d'assises, le mettre en accusation, soit elle décide de rendre un non-lieu. C'est un peu les deux options qui s'ouvrent à nous aujourd'hui. On espère évidemment que le dossier est suffisamment solide pour avoir convaincu tout le monde et qu'il soit renvoyé en cour d'assises. Et ensuite, il faudra attendre l'audience qu'on espère le plus rapidement possible. Il y a pour vous suffisamment de matière pour aller à un procès ? Ah oui, pour nous, on en est absolument convaincus que ce dossier doit aller en cour d'assises, qu'il y a les éléments largement suffisants pour aller jusqu'à une condamnation de monsieur Francis Saulme, et on le soutiendra et on se battra jusqu'au bout avec madame Christine Clément pour ça. Votre émotion, c'est, on parlait de cette promesse, mais c'est aussi un peu d'apaisement, de vous dire que tout ça a payé ? Bien sûr, bien sûr. Oui, et puis pour certaines personnes qui étaient autour de moi qui m'ont dit qu'il fallait que j'arrête, que c'était pas la peine de continuer, qu'on n'arriverait à rien. Donc pour moi déjà, c'est la promesse que j'ai faite sur son cercueil. Et pour moi aussi, je veux savoir. Donc oui, c'est... Il est avec vous tous les jours ? Ah oui, bien sûr. Il sera toujours là. Est-ce que vous êtes fier de vous aujourd'hui, fier du travail que vous avez fait, de ne pas avoir lâché, du courage que vous avez eu ? Je ne peux pas parler de fierté, je peux parler d'un combat et de ne pas l'avoir laissé tomber. C'est surtout ça. Mais autrement, fier, non. Non, c'est la promesse. Et une promesse, ça se tient. Surtout quand c'est le papa. Et vous l'avez tenu parce qu'on en est là aujourd'hui. Francis Saulme, il est en prison. Aujourd'hui, il a été multicondamné pour au moins 11 meurtres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire de son profil à Francis Saulme ? De son profil, on peut en dire énormément de choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui garde une énorme part de mystère, c'est-à-dire qu'on sait de manière certaine aujourd'hui qu'il en a commis 11. Monsieur Jean-Joseph Clément serait le 12e, et quels sont les autres ? Et c'est vrai que ça, c'est assez vertigineux, parce que c'est quelqu'un qui se déplaçait beaucoup, qui a tué beaucoup sur des courtes périodes, et on se doute bien qu'il doit y avoir d'autres faits qui sont aujourd'hui inconnus, et beaucoup de familles qui restent sans réponse, comme madame Clément. C'est quelqu'un qui a des graves problèmes psychiatriques. C'est quelqu'un qui a une conscience ou pas de ce qu'il fait ?
Alors de graves problèmes psychiatriques, c'est pas dit en ces termes-là, mais en tout cas, il a une construction psychique très singulière, avec des troubles sûrement, une maladie génétique aussi dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas du tout à l'origine de ces passages à l'acte. En tout cas, oui, il parle pas facilement. En tout cas, aujourd'hui, on est dans un moment où il y a eu un moment, il a beaucoup avoué de fouet. On a pu connaître beaucoup de son parcours grâce à ses déclarations. Et là, depuis de nombreuses années, il s'est arrêté de parler, mais on l'a aussi laissé tranquille. C'est-à-dire que pendant des années, on l'a pas interrogé non plus. Donc, et le pôle est là aussi pour reprendre tout ça. Votre espoir, c'est un procès pour que dans un an, vous veniez nous dire il a été condamné ? Un procès, bien sûr, oui. 2026. Déjà un procès, oui. Et que je sois sûre que ce soit lui. Le plus tôt possible ? Ben oui, le plus tôt possible, bien sûr, parce que là, ça va faire 37 ans au mois d'août. Ça commence à faire. Donc, oui. On va suivre évidemment ce dossier, puisque l'information judiciaire est donc clôturée. On verra s'il est renvoyé aux assises ou non. On va continuer à suivre cela. Merci beaucoup, Christine Clément, d'être venue sur le plateau d'Histoire criminelle réagir. Merci beaucoup, Maître Marine Alali, d'être venue sur le plateau d'Histoire criminelle. Allez, tout de suite, on va se plonger dans le viseur de Guillaume Fard. Et dans le viseur de Guillaume Fard, on va se plonger cette semaine dans une affaire aux multiples rebondissements. Rebondissements d'actualité dans une affaire qui relève presque de la science-fiction. Allez, on vous raconte tout ça. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Ravi de vous retrouver. Bon, Je disais science-fiction parce qu'on est vraiment sur une affaire de mystère total. Total, et en plus c'est une affaire qui est vieille de plus d'un demi-siècle. C'est même le plus vieux cold case de l'histoire criminelle française. Rendez-vous compte, il faut se replonger dans l'année 1972, soir de Noël, entre le 24 décembre et le 25 décembre. La famille Méchineau, ils sont 4, le mari, la femme Pierrette, les 2 petits garçons qui ont moins de 10 ans. Ils ont dîné chez des amis ce soir de Noël. Ils sont là, ils ont dîné à Cognac et ensuite ils rentrent chez eux. Il y a 4 km seulement à faire en voiture, c'est pas beaucoup. Et là, ils se sont volatilisés. On ne les a plus jamais revus, plus jamais retrouvés. On n'a pas trouvé la voiture, on n'a pas trouvé les corps, on ne sait pas où ils sont passés. Évidemment, les enquêteurs sont allés à leur domicile, se sont dit, mais est-ce qu'ils ont voulu disparaître ? Mais il y avait encore la dinde dans le frigo, les huîtres pour Noël, les cadeaux au pied du sapin, il y avait les livrets de famille, les carnets de chèques, bref, rien qui laissait à penser à une disparition. Donc les enquêteurs ont fouillé et ils n'ont jamais rien retrouvé en un demi-siècle. Depuis 72, il y a eu un tas d'actes d'enquête qui ont été menés, un tas de fouilles qui ont été faites. Et pourtant, on a appris cette semaine, c'est pour ça qu'on en parle, que de nouvelles fouilles vont avoir lieu. Oui, c'est ça qui peut être surprenant, c'est que, évidemment, en 50 ans, beaucoup de choses se sont passées. La Charente, notamment, a été fouillée, draguée pour ce qui est du cours d'eau et pour le département. Il y a eu de nombreux endroits où des investigations ont eu lieu, des fouilles ont eu lieu. Mais rien n'a été retrouvé. Il y a eu de nouvelles fouilles au début des années 2020, toujours rien. Et là, ce qu'on a appris, c'est que comme le pôle Cold Case de Nanterre, le fameux, a repris l'enquête, ils ont tout repris à zéro, c'est leur méthode, et donc il y a de nouveaux sites qui vont faire l'objet d'investigations en Charente, et c'est sans doute porteur d'un peu d'espoir. En tout cas, c'était effectivement, vous le disiez, la grande actualité de cette semaine. L'hypothèse privilégiée dans cette affaire, ça reste une forme de drame sentimental. Oui, parce que en fait, ce que l'enquête a mis à jour, c'est que donc Pierrette Méchineau avait un amant, et que son mari a appris quelques jours avant la disparition l'existence de cet amant. Et donc, ça donne une thèse, en tout cas un mobile, en disant, découvrant que sa femme le trompait, peut-être il aurait tué sa femme, les 2 garçons, et aurait mis fin à ses jours, tout en faisant disparaître le véhicule. Alors, c'est un mobile, mais après, il faut le mode opératoire. Et là-dessus, il n'y a aucun élément, aucune trace de sang, aucune trace de lutte, aucune scène de crime, aucun corps. Et c'est une famille qui s'est plutôt volatilisée, donc il y a peut-être un début de piste, mais en tout cas, il n'y a certainement pas le mode opératoire qui permettrait de faire avancer l'enquête. C'est-à-dire qu'on a peut-être un motif, un mobile, mais on n'a aucune pièce qui permet de confirmer cette hypothèse-là. Et non, pour le moment, non. Mais on peut quand même garder espoir. Parce que on est en 2026 et plus en 1972, que la police technique et scientifique a fait des progrès considérables, que le pôle Cold Case de Nanterre a été créé aussi pour ça, et qu'en faisant parler des éléments, notamment de l'ADN, des éléments matériels, en recoupant aussi avec des témoignages de l'époque, on doit pouvoir trouver des traces et indices quelque part dans le département. Une famille ne peut pas disparaître comme ça, et donc il faut retrouver le véhicule, il faut retrouver les corps, et c'est pour ça que de nouvelles fouilles, dont on nous dit qu'elles sont sur des points très précis, ont été ordonnées. Donc
peut-être qu'on aura enfin la clé de ce mystère. Vous avez l'espoir, il y en a un autre qui a l'espoir, c'est Stéphane Chalumeau. C'est un gendarme, Stéphane Chalumeau, on l'a reçu il y a quelques semaines, au mois de décembre, quand on a parlé de cette affaire Méchineau. C'est le gendarme qui a le plus travaillé sur ce dossier. C'est lui qui a d'ailleurs donné des éléments au pôle de Cold Case de Nanterre, et il est lui aussi convaincu, vous allez voir, qu'on peut avoir un dénouement dans cette affaire. Il y a des éléments qui ont été réunis qui permettent de pouvoir faire avancer ce dossier. Donc je pense que si le dossier il a eu ce cheminement-là pour arriver au pôle Cold Case, c'est qu'ils veulent travailler encore dessus et qu'il y a encore des choses à vérifier. Donc moi c'est ce que je pense. Et je crois qu'il va y avoir un dénouement. C'est réaliste, Guillaume? En fait, ce qui compte en matière de cold case, c'est pas la promesse de réussir, c'est l'obstination. C'est la constance dans l'effort. Il ne faut jamais lâcher. Et parfois, sur un détail, sur un recoupement, sur un indice exploité scientifiquement, on a une avancée majeure d'enquête. Et beaucoup d'enquêtes n'ont pas abouti parce que souvent elles ont été interrompues. Et ce que le pôle cold case de Nanterre compte faire, c'est ne surtout pas interrompre. C'est repartir à zéro et aller vraiment au bout de l'exploitation des traces et indices. Et avec les méthodes modernes, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. 50 ans après, on aura peut-être la vérité sur l'affaire Méchineau. Je profite de votre présence, Guillaume, pour envoyer tous nos téléspectateurs sur le dernier épisode de votre podcast, Intérieur Crime, qui vient de sortir. Votre invité exceptionnel cette fois-ci, c'est Philippe Chadris, qui était venu vous voir dans l'histoire criminelle et que là, on peut retrouver sur la chaîne YouTube TF1, YouTube TF1 Info, et on a 1h20 d'interview de Philippe Chadris par votre serviteur, ce qui est rarissime, s'il ne parle quasiment jamais. Vous étiez d'ailleurs un des rares Philippe à l'avoir interviewé. Et là, pendant 1h20, il raconte la traque d'Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats du 13 novembre 2015. Passionnant, Intérieur Crime, votre podcast à retrouver sur toutes les plateformes. Merci Guillaume. À la semaine prochaine. Tout de suite, on va rejoindre nos grands témoins. Nos grands témoins de la semaine, avec qui on va se plonger dans peut-être le plus grand mystère qui soit, le mystère du MH370, du nom de ce vol de la Malaysian Airlines. C'était le 8 mars 2014, cet avion qui disparaît des radars. 239 passagers à bord, 239 vies, 239 personnes qui disparaissent, elles aussi, et des familles qui attendent des réponses. Elles pourront peut-être en avoir des réponses, puisque des fouilles ont repris il y a une dizaine de jours dans l'océan Indien. Vous le voyez, c'est Ocean Infinity, une société britannique avec des robots sous-marins qui va de nouveau aller sonder les profondeurs de cet océan pour tenter de retrouver des débris de cet avion. Mais est-ce réaliste? 12 ans après, peut-on savoir la vérité? C'est la question qu'on va se poser avec nos invités. Guylain Watrelot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous avez des membres de votre famille qui étaient dans cet avion, dans ce Boeing 777, votre femme et 2 de vos enfants. Depuis, vous n'avez de cesse de vous battre, de travailler, de fouiller, de chercher des éléments pour tenter d'avoir des réponses. Vous avez même développé votre propre thèse, explication. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Benoît Bringer est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour. Journaliste d'investigation. Vous avez, vous aussi, beaucoup travaillé sur ce dossier. Vous avez mené une enquête extrêmement minutieuse pour un documentaire qui s'appelle La vérité disparue. On en reparlera de ce titre parce qu'il a du sens. Et vous allez nous accompagner pour essayer de reprendre le fil de cette affaire. D'abord, Guylain Watrelot, reparlons, même si vous l'avez déjà raconté, peut-être un tout petit peu de votre histoire. En mars 2014, pour vous situer, vous êtes expatrié, vous travaillez à Pékin avec votre famille, vous rentrez de France, votre femme et 2 de vos enfants, Adrien et Ambre, étaient partis en vacances en Malaisie. Un moment de bonheur, de joie. On a ici leurs photos. J'imagine que pour vous, c'est toujours un moment un peu douloureux de revoir cette photo. Ils devaient rentrer, vous les attendez, et puis comment vous allez apprendre ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Moi, je suis dans l'avion, donc eux devaient atterrir à 6h du matin à Pékin, et moi j'étais dans l'avion de Paris, et j'atterrissais à 14h. Donc j'atterris, l'avion atterrit, à ce moment-là vous ouvrez votre téléphone, et je reçois un SMS de quelqu'un du boulot qui me dit « Guylain, j'ai appris ce qui s'est passé, appelle-moi si tu veux ». Voilà. Et puis je sors de l'avion, et là une hôtesse m'attendait, une chinoise me disant « Monsieur Watrelot, suivez-moi ». Et je me demande ce qui se passe. Et je fais tout l'aéroport de Pékin, qui est assez grand. Et là, je tombe dans une petite salle où quelqu'un de l'ambassade de France m'attendait, que je connaissais, qui m'a dit « Guylain, tout de suite, l'avion de ta famille s'est abîmé en mer. » Voilà. C'est tout ce qu'on vous dit comme explication? C'est tout ce qu'on me dit à ce moment-là, ouais. J'imagine qu'il y a une atmosphère dans cet aéroport terrible. Ah bah oui, là le monde s'écroule, vous êtes dans une petite salle face à quelqu'un que vous connaissez, mais vous savez pas quoi faire, quoi. Et le monde s'écroule, vous vous dites c'est un rêve, c'est un cauchemar, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on me dit? Et puis vous posez des questions. Moi, première réaction, c'est de poser des questions, mais la personne en face de moi savait rien.
Elle savait rien me dire. Elle répondait à aucune de mes questions. Donc, c'est assez, tout d'un coup, voilà, votre vie change du jour au lendemain, comme ça, en quelques secondes. Ouais. J'imagine que votre première idée, c'est de vous dire, c'est un accident d'avion ? On m'a dit, l'avion est tombé, l'avion s'est craché, c'est ce qu'on m'a dit en premier. D'accord. L'avion s'est craché dans l'eau. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit à ce moment-là. Bon, après, on a pas mal douté de ça, mais... c'est la première version. C'est la première version. Et on va voir qu'effectivement, cette version, elle tient difficilement la route, en tout cas pas aussi simplement. Peut-être avant de rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, la vérité disparue, c'est qu'en fait, tout est opaque dans cette affaire. Parce qu'on le dit, c'est une version, mais en fait, on n'a pas de vraie version. On n'a aucun élément, Benoît, factuel, avéré, qui nous permettent de retracer ce qui s'est passé. Oui, moi c'est vraiment ce qui m'intéressait, ce qui nous intéressait et ce qu'on voulait raconter, c'était l'impact d'une disparition, évidemment sur les victimes, sur les familles de victimes, mais aussi sur la société aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du complotisme, voilà, dans ce 21e siècle, parce qu'effectivement il y a un avion qui disparaît en l'air, il y a quelques éléments qu'on va peut-être développer, mais il y a beaucoup de questions, surtout beaucoup de questions et beaucoup de choses qui ne font pas sens. En fait, c'est-à-dire que il y a plusieurs hypothèses. On va dire qu'il y a une hypothèse qui fait consensus. Il y en a d'autres, mais chacune de ces hypothèses sont contredites par certains éléments. C'est ça qui est très difficile. En fait, c'est qu'il y en a aucune qui paraît complètement évidente. Et donc, c'était l'idée de cette série documentaire pour France Télévisions, c'est de constater que avec l'avion, la vérité a aussi disparu jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce qu'on la découvrira un jour ? C'est pas certain, malheureusement. Mais c'est ce qui fait la particularité de cette histoire et ce qui en fait, vous l'avez dit, certainement le plus grand mystère de l'aviation civile et à mon sens, un des plus grands mystères de ce début de siècle. On va reprendre, je parle sous votre contrôle parce que vous connaissez parfaitement évidemment cette affaire, peut-être la carte de ce qu'on a pu retracer de cet avion. On sait qu'il décolle vers minuit 41 de Kuala Lumpur, de Malaisie, pardon. Il va à 1h20 envoyer un signal au centre aérien de Malaisie pour dire je quitte votre espace aérien. Ce contact-là, il est avéré. Donc minuit 40, 1h20, on sait que cet avion a volé normalement. D'ailleurs, les conversations, cockpit, a priori, tout semble tout à fait normal. Et puis, il aurait dû normalement prendre la direction d'Ho Chi Minh, de remonter vers le nord. Et en fait, le problème, c'est que quand il doit à 1h21 donner le signal à Ho Chi Minh, il n'y a pas de signal. Il disparaît des radars. Et après, on va s'interroger sur la trajectoire. Est-ce qu'il est véritablement monté vers le nord ou est-ce qu'il est redescendu vers l'océan Indien ? Alors cette trajectoire, on va s'arrêter là parce que c'est évidemment un point clé. Quelle trajectoire a pris cet avion ? Sachant qu'entre 1h20, 1h21, plus rien sur les radars. Et donc, on essaye de reconstituer le trajet, mais on a bien du mal. Toutes les communications sont coupées, 1h20. C'est-à-dire que l'avion ne communique plus. Donc on ne sait plus où il est, en fait. Et pourquoi on donne ce trajet où il repart vers le sud et vers l'Australie ? C'est qu'en fait, il faut savoir que pendant une semaine, on nous dit que l'avion a disparu, là, à 1h20. Là où il aurait dû être. Donc on fait des recherches pendant une semaine avec des bateaux, des avions à cet endroit-là, donc en mer de Chine. D'accord ? Et une semaine plus tard, il faut quand même savoir, ça a mis une semaine, on nous dit, au fait, les militaires malaisiens ont vu l'avion retraverser la Malaisie pendant la nuit, donc il est passé de l'autre côté. Il y a deux choses, il y a les militaires malaisiens qui disent on a vu passer l'avion, et il y a la société Inmarsat, qui est une société satellite anglaise très liée au service secret anglais, qui dit j'ai suivi l'avion pendant 8 heures. Voilà. Et ça, on a mis une semaine. Donc il faut savoir qu'on cherche pendant une semaine en mer de Chine, alors que soi-disant les Malaisiens l'ont vu à des milliers de kilomètres de là. Donc moi, au bout d'une semaine, je me dis, oula, il y a un problème. On cherche à nous cacher la vérité, et ça paraît évident au bout d'une semaine. Cette trajectoire, Benoît, elle est au cœur de tout. Parce que si cet avion a changé de trajectoire, a fait un demi-tour, est parti vers l'océan Indien plutôt que de remonter vers le nord, la question c'est pourquoi ?
Oui, c'est pourquoi. Et puis vous voyez, en plus, elle revient au sud. Ensuite, elle tourne à nouveau. Donc il y a un deuxième virage et ensuite un dernier virage en direction du sud. Donc ça fait beaucoup de. Si c'était un accident, le premier virage, on l'explique. Il y a un problème à bord, toutes les communications sont coupées. Le pilote essaye de revenir faire demi-tour pour rentrer. Voilà, vers le pays d'où il vient, la Malaisie. Mais ensuite, ça tourne à nouveau, ça repart et ça tourne une dernière fois. Donc si les personnes sont inconscientes à l'intérieur, pourquoi ça tourne aussi souvent dans cette hypothèse-là? Voilà, ça pose beaucoup de questions et donc c'est pour ça que certains disent que quelqu'un est aux commandes. Et d'ailleurs, c'est le consensus qui dit que quelqu'un serait aux commandes et entraînerait cet avion dans cette direction-là. Pourquoi? Un suicide, visiblement pas une prise d'otage parce qu'il n'y a pas de recommandation, un suicide du pilote, mais en même temps le pilote, quand on enquête et quand les Malaisiens enquêtent sur son histoire, il n'y a rien d'évident. Ouais, c'est pas comme il n'était pas dépressif, il n'avait pas de problème particulier, il prenait pas de médicaments, rien qui ressort en tout cas qui soit évident. Voilà, et son entourage parle de quelqu'un de tout à fait stable et d'un très grand professionnel avec une très très grande expérience. Donc si vous voulez, encore une fois, cette thèse-là qui est avancée bute aussi contre un certain nombre d'éléments. Tant qu'on ne retrouve pas un jour ou l'autre, si c'est possible, la boîte noire, on ne saura pas. D'où d'autres hypothèses qui sont développées par des journalistes, par des familles de victimes, ou même par plein de personnes autour de la planète qui un jour s'emparent de ce mystère parce qu'on est à l'heure des réseaux sociaux, parce qu'on et vont chercher eux-mêmes, enquêter, essayer de trouver des choses. Et parce qu'il est insupportable de se dire qu'on ne sait pas ce que sont advenues 239 personnes. Vous-même, comme le disait Benoît, vous avez travaillé, vous avez enquêté et vous avez votre propre explication. Alors, première chose, moi je ne crois pas au demi-tour. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, pourquoi on a cherché pendant une semaine alors qu'on savait qu'il était de l'autre côté. Donc il y a un problème. Donc pour moi, il est évident qu'on nous cache la vérité. L'autre chose, c'est faut connaître cette zone. Moi j'ai travaillé dans cette zone. Cette zone est extrêmement surveillée. D'accord ? Si l'avion fait le trajet que vous avez montré, là, il doit traverser plus de 10 pays différents. Enfin, des couloirs aériens de 10 pays différents. Je parle de la Malaisie, du Vietnam, de Singapour, de l'Australie, de l'Inde, de la Birmanie. Il faut savoir que quand bien même l'avion coupe toutes ces communications, il est évident que les radars civils ne peuvent pas le voir. Mais les radars militaires sont faits pour cela, pour voir des avions fantômes. Or, il y a 10 pays qui disent ne rien avoir vu. Donc déjà, il y a un problème. Et ces 10 pays-là, moi je ne peux pas croire qu'ils se sont mis d'accord en une semaine en disant on est d'accord, on dit qu'on ne l'a pas vu. Donc il y a 10 pays qui n'ont pas vu l'avion, donc c'est pas possible. Et on nous a dit à un moment donné le radar en Indonésie était en panne, le radar australien était en panne, mais tous les radars de l'Asie ne sont pas en panne en ce moment-là. Et en plus de ces 10 pays, cette zone est extrêmement surveillée par les États-Unis, par la Chine. Donc tous ces gens-là n'ont rien vu. Donc je ne crois pas au demi-tour. L'autre raison pour laquelle je ne crois pas au demi-tour, c'est qu'est-ce qui donne le demi-tour ? C'est un radar malaisien militaire et la société Inmarsat. Il faut savoir que la famille et les enquêteurs officiels ont demandé ce qu'on appelle les raw data en anglais, donc les données d'origine, pour avoir la preuve de ces données Inmarsat et pour avoir la preuve de ce radar. Cela nous a jamais été donné. Pourquoi ? Ce que vous nous dites là, c'est qu'il y a un secret, c'est qu'il y a une forme d'omerta pour vous sur ces informations. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est une sombre histoire. C'est une sombre histoire. Vraisemblablement, selon moi, l'avion a été abattu et on ne veut pas dire pourquoi. Donc c'est une histoire d'État, c'est évident. Par un pays ? Par un pays, vraisemblablement. On sait qu'il y a une flotte américaine qui est sur place parce qu'il y avait des grosses manœuvres militaires entre la Malaisie, la Thaïlande et les Américains sur place. Il y a une flotte militaire en mer de Chine justement en ce moment-là. Donc raison de plus encore pour dire cet avion est suivi. Moi je sais qu'il y avait des AWACS sur zone. Les AWACS, c'est des avions de surveillance américains qui sont sur zone, qui voient à 600 km tout ce qui se passe. Donc s'il y a un AWACS sur zone, l'AWACS il suit parfaitement l'avion. Donc l'avion, on sait où il est. On sait parfaitement où il est, mais on veut pas nous le dire. Donc, pourquoi il aurait été abattu selon vous ? Selon moi, comme vous dites tout à l'heure, tout ce qu'on tire dans cette histoire est un peu bizarre. Donc, il y a deux choses qu'on a tirées qui sont bizarres. C'est le chargement. On sait que dans cet avion, il y a un chargement qui n'a pas été dédouané et on ne sait pas ce que c'est. Et qui a été mis
vraisemblablement dans cet avion par des Chinois. Donc il y a un chargement qui est bizarre, on ne sait pas ce que c'est. Et quand on regarde la liste des passagers, il y a aussi des gens extrêmement bizarres dans cet avion. Donc voilà. Et quand on regarde tout ça, on tire, et voilà. Pour vous, on a voulu soit détruire une marchandise, en tout cas quelque chose qui se trouvait dans cet avion, soit faire taire à jamais des personnes qui se trouvaient dans cet avion. Il y a des gens et des choses qui dans cet avion qui ne doivent surtout pas arriver à Pékin. Une erreur ? Non, je ne crois pas à l'erreur. Je crois pas à l'erreur, parce que, limite, l'erreur, on pourrait peut-être l'expliquer, on pourrait peut-être la dire. Enfin, à un moment donné, j'ai cru que ça peut arriver quand vous discutez avec des contrôleurs aériens, ils disent une de nos plus grosses peurs, c'est un avion militaire qui se prend en avion civil. Ça peut arriver, ça. Mais peut-être qu'on aurait pu le dire. Je crois pas à ça. C'est possible, mais je crois pas. La liste des passagers, Benoît, on s'est interrogé notamment sur 2 Iraniens qui étaient dans cet avion. J'imagine qu'elle a été scrutée dans les moindres détails, analysée. Oui, l'histoire des Iraniens, c'est à nouveau quelque chose de très qui fait que cette histoire est très particulière. C'est que ils sont dans cet avion ils sont rentrés avec des faux passeports. Donc tout de suite, effectivement, il y a une suspicion qui se crée. Le fait que ce soit des Iraniens, tout le monde se dit est-ce que c'est une tentative terroriste, etc. Mais très vite, on se rend compte que non, que c'est juste une histoire de migration, de personnes qui fuient et qui donc empruntent des faux passeports ou sont fait des faux passeports pour pouvoir se déplacer. Donc ça tombe. Le reste des passagers sont effectivement étudiés de manière très attentive. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a cette fameuse vidéo terrible où on voit tous les passagers rentrer, on les voit les uns après les autres pénétrer dans l'avion depuis une caméra. Ils sont filmés depuis une caméra de sécurité. Mais voilà. Mais il n'y a pas non plus. Moi, je n'ai rien vu sur cette liste. Mais encore une fois, j'ai fait un travail de documentariste et pas d'enquêteur, mais de suspicion particulière. Il y a des profils qui interrogent de par leur nationalité. Je crois qu'il y a des Ukrainiens, de mémoire, je ne sais plus s'il y a des Russes. Enfin, il y a certaines nationalités qui peuvent interroger, mais ça ne va pas au-delà de ça, selon moi en tout cas. Est-ce que quand vous avez enquêté pour ce documentaire, vous avez senti par moments que des gens ne voulaient pas parler, que des gens ne pouvaient pas parler? On a des ressentis, des fois, où on se dit, tiens, là, ça coince, où il y a des choses qu'on n'a pas envie de me dire, où il y a des choses que je n'arrive pas à faire émerger. Alors, disons que l'approche était quand même de se dire, ça fait 10 ans que des gens enquêtent, travaillent, tirent les fils et on n'a pas de réponse. Donc je ne suis pas parti en me disant je vais réussir à trouver la solution. Je me suis plutôt parti en disant quel impact ça a sur les familles, quel est leur combat, raconter leur quête, etc. Moi, j'ai quand même constaté un énorme problème de compétence au niveau malaisien. C'est-à-dire que effectivement, j'ai interrogé le directeur de l'aviation civile de l'époque qui raconte qu'en fait, lui, l'avion disparaît à 1h20 du matin, son téléphone a un problème, il n'est pas branché, et en fait, il le rallume à 5h du matin, et il apprend, donc le directeur de l'aviation civile, qui est censé lancer les Research and Rescue, etc., l'apprend à 5h du matin. Donc il y a toujours un retard, en fait. Il y a une énorme incompétence côté malaisienne qui, à mon avis, les a beaucoup gênés. Et donc, peuvent expliquer certaines choses qui sont étranges. Effectivement, l'avion est détecté le soir même. Enfin, les radars militaires malaisiens auraient détecté l'avion au-dessus de la Malaisie, donc ce qui témoignerait d'un demi-tour le soir même, et on l'apprend une semaine après. Voilà, c'est ça. Alors, il se justifie en disant on a vu que c'était un avion, mais on savait pas, on n'avait pas de certitude que c'était celui-là, et donc on a dû faire des rapprochements. Mais soit ça témoigne, soit on essaye de cacher quelque chose, effectivement. Soit il y a de l'incompétence. Soit il y a une énorme incompétence. La compétence, là-dessus, je peux rebondir. Bien sûr. Le ministre malaisien dit en interview à ce moment-là, oui, on a vu un avion. Et normalement, la procédure, quand vous voyez un avion non identifié, parce que les radars militaires voient un avion mais peuvent pas savoir ce que c'est. Ils n'ont pas la signature de l'avion. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les chasseurs là. On envoie directement les avions chasseurs pour aller voir ce qui se passe. Et là, il dit en rigolant à la télé, ah oui, on n'a pas envoyé les chasseurs parce qu'on a estimé qu'il n'était pas dangereux. Mais ils savaient pas ce que c'était. Donc en fait, ils se moquent de nous. Enfin, les Malaisiens, clairement, se moquent de nous, quoi. Oui, et c'est vrai que le responsable de la cellule de crise de la Malaysian Airlines que j'ai interrogé ne comprend pas ça. Il dit pourquoi on n'a pas envoyé tout de suite des avions de chasse pour contrôler le ciel à ce moment-là. Donc c'est une vraie interrogation qui se pose aussi en Malaisie, et je ne sais pas si quelqu'un a vraiment la réponse. Mais et d'un mot, les autorités françaises n'ont jamais apporté de réponse et n'en ont pas obtenu. Alors, les autorités françaises, bon, ils sont pas responsables, c'est évident. Moi, ce qui m'a
beaucoup surpris, et encore une fois, qui participent à l'omerta. François Hollande ou les autorités françaises à ce moment-là, qui sont en charge, ne disent absolument rien. Il y a quand même 4 Français dans l'avion. 4 Français dans l'avion. En général, quand un Français a un problème à l'étranger, il y a un petit filet sur le site du ministère des Affaires étrangères. Ils ne disent rien. Il faut savoir que 2 mois plus tard, il y a un avion qui est abattu. Même compagnie, même avion sur l'Ukraine. On sait que c'est les Russes qui l'ont abattu. François Hollande monte au front, par 2 ou 3 fois à la télé, et dit il faut une enquête internationale. Il n'y a pas de Français dans l'avion. Sur le nôtre, il n'a jamais rien dit. Donc, moi, c'est à peu près la preuve qu'il sait à peu près ce qui s'est passé, il n'a pas le droit de parler. Que s'est-il réellement passé? Pour l'instant, on ne le sait pas. C'est cette vérité disparue et cette vérité tant attendue. Des fouilles ont donc reprise. On verra si on retrouve les boîtes noires, si on retrouve des éléments de cet avion. Merci beaucoup à vous deux d'être sur le plateau d'Histoire criminelle. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles histoires criminelles.